Alors, il va y avoir quelque chose ce soir ou pas? Quelqu'un sait? Ah, je sais pas, hein. Il n'y a pas Barouk, Barouk, il n'est pas là? Non, il n'a pas l'air d'être là, Baro. Est-ce que quelqu'un a son numéro qu'on puisse le... Ah, voilà quelqu'un qui arrive, étude Rambam qui arrive. Ouais. Bonsoir. Ah, bonsoir, Rav. Désolé pour le petit retard. Je suis maintenant chez le Rabbi à New York et je viens de revenir du Saint Tombeau du Rabbi dans lequel j'ai demandé une bracha spéciale pour plusieurs personnes et une bracha particulière pour tous les participants du Shio de Rambam. Alors, voilà. Et Toda Rabba. Merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. Là, je reviens donc en direct depuis chez le Rabbi. Et donc, c'est un shiur qui est béni directement par le Rabbi. Et donc, la bracha, elle est partagée avec chacun de vous. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. On se trouve maintenant dans un chapitre très particulier. C'est le chapitre de Ilchot Terumot, chapitre 9, les lois de Trouma, dans lequel, dans ce chapitre, on va voir quelle est la puissance du lien qu'il y a entre mari et femme, ce qui s'exprime directement dans la lacha de la terouma, comme on connaît déjà la règle, que la terouma, c'est donc un aliment qui est sacré, qui est consommable uniquement par un Kohen, et la femme du Kohen, puisqu'elle se marie avec lui, et mari et femme deviennent plus que un, alors elle prend le statut de son mari et elle peut également consommer la terouma. Mais ce lien de mariage, qui est un lien très puissant, n'est pas toujours éternel. Des fois, il peut y avoir des cas dans lesquels le lien se rompt, par exemple, lors de divorce, ou bien, autre cas, lors du décès d'un des deux, que là, donc, ils ont le droit de se remarier. Et ça prouve que donc, le lien de mariage n'est plus tellement fort. On va voir ici qu'est-ce qu'il faut pour briser un lien de mariage. Dit le Rambam. Halakha 1. האישה ואוכלת בתרומה עד שיגיע גט לידה או עליית שלוחה שעשתה לקבלה. וכל שספק גירושה, הרי זו לא תאכל. האישה שעשתה שליח לקבל לגיטה אסורה לאכול תרומה מיד, היא אמרה, קבל לגיטי במקום פלוני, אינה אסורה עד שיגיע שליח לאותו מקום. שלחה השליח להביא לגיטה ואוכלת בתרומה שיגיע גט לידה, אומר לאשתו, הרי זה גיטה כשעה אחת קודם למיטתי, אסורה לאכול בתרומה מיד. Alors, quelques cas de figure. La première, elle est tout d'abord une femme, la règle générale, elle peut manger la terouma jusqu'à ce que le guet vienne dans sa main. C'est-à-dire que même si le mari et la femme sont mis d'accord qu'ils vont se divorcer, ou bien que le mari a annoncé à ses femmes qu'il envoie le guet, cette annonce-là n'annule en aucun effet et d'aucune manière le lien de mariage qu'ils ont entre eux. C'est uniquement le guet qui pourra le faire. Et donc, tant que le guet n'est pas parvenu, la femme pourra consommer la terouma. D'ailleurs, si le mari et la femme regrettent le dernier instant avant que le guet soit donné, ils n'ont rien besoin de faire de plus. Le mariage reste, le mariage est maintenu. Dans un cas où c'est un doute, si le guet était fait, si elle est divorcée, par exemple, qu'il y a un guet dans lequel il y a une question anarchique, alors il ne faudra pas qu'elle mange, vu qu'il y a ici un côté du doute que peut-être le divorce est rentré en vigueur. Une femme qui envoie un émissaire, un shaliach, pour recevoir le guet à sa place. Alors, il y a ici deux formules de shaliach, et le Rambam parle des deux. Il dit, formule numéro 1, c'est qu'on envoie un shliach Kabbalah, un shliach qui accepte le guet à sa place. Là, il prend vraiment la place de la femme, et dès que lui reçoit le guet, la femme, elle reçoit le divorce. Un autre shaliach s'appelle le shaliach Lehavilagita, un shaliach Hava'a. C'est pas un shaliach qui prend ma place, mais c'est un shliach, comme la poste, il va aller pour me rapporter le guet. Dans ce cas-là, ça ne rentre pas en vigueur jusqu'à ce que le guet arrive vraiment dans ses mains. Dans les scénarios de cette halakha, si une personne dit à sa femme, voilà, je te donne le guet, mais le guet rentre en vigueur uniquement 1 heure avant ma mort, avant la mort du mari, alors elle n'a pas le droit de manger la terouma depuis cet instant même, parce qu'on ne sait pas à quel moment le mari va mourir, et puisqu'elle a dit que 1 heure avant sa mort, parce qu'il y a différentes raisons dans lesquelles
Le mari va dire il veut arranger sa femme, il veut qu'elle reçoive plus de droits, etc. Donc, il y a ou bien il y a qu'il veut la donner moins de droits. En tout cas, il y a différents droits qui ne sont pas les mêmes qu'on apprend ça dans les détails, dans les lois de divorce et les lois de mariage. Les droits ne sont pas les mêmes entre une veuve et une divorcée. Et donc, si un mari, ça peut arriver qu'il donne un guet, voilà, à condition qu'il entre en vigueur uniquement 1 heure avant ma mort, la femme ne pourra plus jamais consommer la terouma pour la simple raison qu'on ne sait jamais à quel moment va mourir cet homme. Donc, chaque heure, on est peut-être l'heure qui est avant l'heure cruciale. À la chabet, ir shikufua car comme usfina mitaref dayam yotze lidon הרי אלו בחזקת קיימים. וצריך לומר מפרש ויוצא בשיירה. העיר שכבשו הקרקום וספינה שעבדה והיה ויוצא להיהרג מבתי דינין, עקום משגרת החיה נפלה עליו מפולת, שטפו נהר ומתאים לחומרי מתים וחומרי חיים. לפיכך אם שאתם בת כהן לישראל ובת ישראל לכהן, הרי אלו לא יוכלו. העיר שנגמר דינו בבית דין, והניחו בבית הסקילה, להיהרג, הרי זה בחזקת מת, ולא תאכל אשתו. Alors, le Rambam nous dit ici différents scénarios dans lesquels, après qu'on a parlé du cas du divorce, on parle maintenant du cas de la mort du mari. D'ailleurs, entre parenthèses, juste pour l'anecdote, il y avait un juif qui ne voulait pas donner le guet à sa femme, dans un cas où le mari et la femme ne s'entendent plus et on a tout essayé, ça marche pas, il faut donner un guet pour libérer la femme pour pouvoir se remarier. Mais cet homme-là, il était vraiment très dur, têtu, il n'a pas voulu donner de guet à la femme. Le Tzemar Tzadek l'a appelé, il l'a convoqué, il a dit, écoute, la Mishnah nous dit qu'une femme, elle a 2 moyens de se libérer du lien avec son mari. Soit avec un guet, soit avec la mort du mari. Alors, décide lequel tu préfères. Si tu veux donner le guet, c'est bien, mais sinon, ce serait l'autre option. Ce juif-là a compris que ça ne vaut pas la peine de jouer avec le Tzemar Tzadek, alors directement, il a obéi, il a donné le guet. En tout cas, ici, on parle donc le deuxième cas, c'est ils sont mariés, il n'y a pas de guet envisagé. Ils sont donc mariés jusqu'au moment où le mari va mourir. Alors, jusqu'à quel moment la femme a le droit de manger la terouma? Alors, une ville dans laquelle il y a eu un siège, elle était assiégée et cernée, ou bien un bateau qui est en proie de la tempête, et donc les membres de l'équipage n'arrivent plus à diriger le bateau normalement. Alors, si j'ai pas eu de nouvelles, alors tant que j'ai pas eu de nouvelles, c'est considéré la chazaka, qui sont présumés vivants. Une personne qui fait un voyage, tant que j'ai pas eu de ses nouvelles, est présumé toujours vivant. Ça, c'est juste s'il y avait un siège. Par contre, s'il y a une ville dans laquelle la ville a été conquise, pas juste un siège, mais a été conquise, les passagers d'un bateau s'est perdu dans la mer, c'est-à-dire que les instruments du bateau ont été détruits, il ne reste plus rien pour diriger le bateau. C'est pas juste qu'il y a beaucoup de vagues et qu'on perd un peu le contrôle, mais entièrement le bateau a commencé à se briser, que là vraiment il n'y a plus aucune chance. Et celui qui est jugé de la peine capitale dans les tribunaux non juifs, une personne qu'on voit qu'il se fait traîner par les animaux sauvages, ou bien une personne qui, ou bien celui là qui est tombé, sur lequel est tombé un éboulement, ou bien qui est emporté par le fleuve, tous ces gens-là, hein, c'est des gens dans lesquels, d'une part, il y a un élément fort qui me dit qu'ils sont morts, mais de l'autre part, je ne suis pas sûr. Dans tous ces cas-là, il faut être strict dans les 2 cas. Dans les cas dans lesquels on est plus strict en disant que le mari est mort, par exemple, la femme ne pourra plus manger la terouma si elle était mariée avec un Kohen, je considère comme si le mari est mort. Et si c'est le contraire, que ce serait plus strict de dire que le mari est toujours vivant, par exemple, une fille de Kohen qui s'est mariée avec un Israël sans avoir d'enfant, tant qu'elle est mariée avec l'Israël, elle ne peut pas consommer la terouma, mais dès que le lien de mariage s'arrête, alors elle revient à son stade initial qu'elle est fille de Kohen. Alors là, puisque je serais plus strict en disant le contraire, en disant que le mari n'est pas mort, je dirais que plus que j'ai un doute, je considère que le mari n'est pas mort. Donc dans ces cas-là, plus que j'ai un doute, à chaque fois, je suis plus strict. Si c'est plus strict de dire que le mari est mort, je dis, bon, il faut présumer qu'il est mort. Et si ça sort que c'est plus strict de présumer qu'il est vivant, je présume qu'il est vivant par rapport à l'halakha.
Par contre, celui qu'un beth din juif a jugé de la peine capitale et qu'on l'a déjà ramené dans le lieu d'exécution, il est considéré mort et donc sa femme ne peut plus. Excusez-moi, l'Internet ici n'est pas terrible. Voilà, on se trouve dans la halakha 3. Je suis désolé, ça m'a coupé au milieu, en fin de phrase. Je reprends la halakha 3. הניחה בעלה גוסס במדינה אחרת. בין שהייתה כהנת אשת ישראל או ישראלית אשת כהן, לא תאכל שרוב גוססין למיתה. אחד אומר מת ואחד אומר לא מת, הרי זו לא תאכל. Si une femme a laissé son mari agonisant, alors dans une autre ville, alors on considère que la majorité des personnes agonisants, et ensuite ils retrouvent la mort. C'est juste un miracle qu'ils sortent de là-bas, mais la voie naturelle, c'est qu'ils vont mourir, donc on considère que le mari est mort. S'il y a deux personnes qui reviennent donner un rapport, un qui dit il est mort, le mari, l'autre qui dit il n'est pas mort, alors elle ne mangera pas. Pour le tout. הלכה 4, אמרה לה צרתה או אחת מחמש נשים שאינן נאמנות לעדה, שמת בעלה או אינה נישאת על פיהן, הרי זו אוכלת בתחומה ומחלחלת כמעט הקיים, עד שיעיד לה מישהו נאמן עשייה על פיו. Il y a une halakha très intéressante. Et c'est tous les cas des belles-mères et tout ça, en vérité, c'est également une halakha. Parce que la halakha, c'est tout d'abord autour du côté pratique de notre vie. Et la halakha considère qu'il y a différentes femmes qui ne s'aiment pas entre elles. Alors, quel est donc le cas? Si la rivale de la femme, c'est-à-dire la seconde femme de son mari, vu que de base de la Torah, il y avait la permission de se marier avec plus qu'une femme, donc la deuxième femme, les deux femmes entre elles, les deux femmes du même mari, on peut bien s'imaginer qu'elles ne s'aimaient pas du tout. Alors, si c'est la deuxième femme qui dit « Ah, notre mari est mort », alors la halakha considère qu'il ne faut pas qu'une des rivales fasse confiance à l'autre rivale par rapport à ces sujets. Pourquoi? La halakha dit parce que les rivales entre elles se détestaient tellement qu'on avait la crainte qu'il y aura une qui va donner cette fausse information à l'autre juste afin qu'elle aille se retrouver avec un autre homme et après le mari va revenir au bout de son voyage, à la fin de son voyage. Ah, mais tu m'as trahi, qu'est-ce que tu es allé avec un autre homme? Et elle va devenir une zona. Et tout ça, c'est juste un sale coup qui était fait par la rivale. Alors, en tout cas, on a dit qu'il ne faut pas faire confiance dans les sujets cruciaux à la rivale. Et donc, si c'est la rivale qui a dit que le mari est mort, alors, de la même façon qu'on n'écoute pas la rivale pour se remarier, on ne l'écoute pas non plus du tout, et on ne considère pas le mari mort par rapport à cela. Jusqu'à ce que ce soit quelqu'un qui est fidèle pour nous rapporter cette information. Halakha 5. המשחרר את עבדו בשביל זה לו בגט שחרור פסלו מלאכול בתרומה. וכל עבד שיצא לחירות עדיין הוא מעוכב גט שחרור, כמו שהתבהר בהלכות עבדים, אף על פי כן הרי הוא אסור לאכול בתרומה. Celui, donc un Kohen, qui libère son esclave. Alors, là aussi, un esclave, donc un Evet Knan, un esclave qui était goy, qui appartenait au Kohen, puisqu'il appartient au Kohen, il a donc le droit de consommer la terouma comme son maître, le Kohen. Dès qu'il est libéré, il n'a plus le droit de consommer la terouma. Si une personne, un Kohen, libère son esclave, alors depuis quel moment l'esclave est considéré dissocié de son maître? Depuis le moment qu'il reçoit son get shichrur, c'est-à-dire l'acte de libération. Un esclave qui sortit à la liberté, mais qui n'a pas encore reçu l'acte de libération, il n'a néanmoins pas le droit de consommer la terouma. הלכה ו' הכותב יחסה לאחר וזיקה לו על ידי האחר, והיו בהן עבדים ושתק זה, ושנתנו לו, ואחר כך צלח הרי זה ספק. אם זה שצלח תוכיח צופה תחילתו, עדיין לא יוצא מרשות הראשון, או שזה שצלח אחר שתשתק, חזת בו, לפיכך נוכלים בתרומה שהיה רבון של ישראל, והראשון כל מה שהיה רבון ראשון וישראל, והשני כהן. Alors, il y a un cas suivant. C'est quand une personne vend ses biens à son ami. Et parmi les biens, il y avait également des esclaves. Qu'est-ce qui se passe avec les esclaves? Alors, est-ce que c'est possible de se vendre des esclaves goy entre un juif et l'autre? C'est possible, oui. Mais il faut que la transaction se fasse. Si au milieu de la transaction, le premier, mais après le deuxième, il dit, tu sais quoi, moi je n'ai pas la force pour les esclaves, moi je ne les prends pas. Alors là, les esclaves, ils ont été libérés du premier. Et le deuxième, il ne les a pas rentrés chez lui. Le deuxième les a fait sortir. Alors là, ils deviennent libres. Et donc, si le premier donne le deuxième, et après le deuxième, il proteste. Non, il refuse. Mais il refuse après que la transaction a été faite. Alors là, il y a un doute halachique. Si c'est considéré que dès le départ, il a annulé la transaction et donc les esclaves, ils restent dans le domaine du premier, ou bien la transaction a été faite vu qu'il a
protester juste après la transaction. Et donc là, c'est considéré que la transaction était faite, donc c'est sorti du premier, donc ils sont libres du premier. Et si le deuxième les aurait pris sous sa possession, ce serait resté les esclaves. Et puisque le deuxième ne veut pas les accepter, ils deviennent donc libres. On a donc le doute, et donc c'est pour ça qu'ils ne pourraient pas manger la tourma. הלכה זין, הלכה זין. ישראל ששכר בהמה מכהן מאכילה תרומה וכל ששכר בהמת ישראל, אף על פי שהוא חייב ממזונותיה, לא יאכילנה תרומה מפני שאינה קניין כספו. Une halakha extrêmement intéressante. Une bête, un animal qui appartient à quelqu'un, l'animal suit la personne pour les halakhot de la personne. C'est-à-dire, un animal de Cohen a le droit de manger la terouma, même s'il était prêté ou même s'il était loué à un Israël. Par contre, le contraire, l'animal d'un Israël n'a pas le droit de consommer la terouma qui est réservée pour le Cohen, même si c'est un Cohen qui a loué l'animal, il a loué la vache dans Israël. Alors, la vache se trouve chez le Cohen il y a beaucoup de terouma à la maison. Ça ne change pas. Le Cohen ne pourra pas donner à manger la terouma à l'animal, vu que l'animal appartient à un Israël. Il y a un halakha qui est similaire, qui est par rapport au Shabbat, que c'est écrit que le man yanoar ben plecha, shulcha, etc. Il faut que le Shabbat, les animaux également puissent se reposer. Alors, si un animal appartient à un juif et que le juif uniquement le loue à un goy, c'est problématique, vu qu'il faut que l'animal qui appartient à un juif se repose également le jour de Shabbat. Halakha numéro 8, Israël shesham para mikol patma, veliot sheva benahen, לא יאכילה לתרומה אף על פי שיש לכהן חלק בשפחה, והכהן ששם פרה מישראל לפטמה, אף על פי שיש לישראל חלק מהשבח, הואיל וגופה לכהן, ששם על עצמו, הרי זה מאכילה בתרומה. Alors, s'il y a une vache, laquelle il y a un certain partenariat qui se fait, c'est donc une vache qu'on achète, ensuite qu'on évalue afin de l'engraisser, et quand on engraisse la vache, elle prend plus de volume, plus de forme, et ensuite, sa valeur du marché, elle monte. Donc, c'était une forme de business. On achetait une vache, pas très en bonne santé, donc qui était simple, et on l'évaluait, ensuite on l'engraissait, et ça devenait une vache belle et importante qui gagnait le prix, ça pouvait même doubler ou tripler du prix. Alors, s'il y avait deux personnes qui travaillaient ensemble, alors, et un des Kohen, est-ce qu'ils ont le droit de donner à manger la terouma à l'animal pour que l'animal soit engraissé avec la terouma ou pas? On dit que ça dépend, c'est qui l'évaluateur. L'évaluateur ici, c'est considérer l'actionnaire principal et que voilà, la bête, elle est directement à lui et lui, l'autre, il investit juste dedans. Mais la bête, elle est directement à celui qui l'évalue et celui qui est responsable. Donc, si c'est un Kohen, il a le droit de donner à manger la terouma. Si c'est un Israël, il n'a pas le droit de donner à manger la terouma. Halakha numéro 7, halakha numéro 9, c'est l'avant-dernière de ce chapitre. Paratosh l'Israël shada bechor machilo terouma. Shabechor la kohanim. ויוצר אדם כאשר תרומה לתוך שובחו, ואני חושב שיבואו היונים שלו ויאכלו אותם. La vache d'un Israël qui a donné naissance à un Bechor, qui a donné naissance à un premier-né, alors ce premier-né, le Bechor, appartient au Kohen. Malgré que ça se trouve toujours dans le domaine d'Israël, l'Israël a le droit de donner à manger à ce nouveau Bechor, à ce premier-né, la terouma, vu que le Bechor appartient au Kohanim. Un homme peut entreposer des vestes de terouma dans son pigeonnier sans craindre que ces pigeons viennent en manger, vu que c'est pas lui qui est en train de les donner à manger, mais lui, il les garde. Si les pigeons après ils viennent tout seuls, c'est déjà une autre affaire. הלכה י' על הדני הלכה יראה לי שאם מחר הכהן פרט לישראל לקח דמים אף על פי שעדיין לא משך לו ככה, הרי זה אסור לאכילה בתמורה של דין תורה שבועות קטנות שכל שתבע בהלכות מתחום ממכר, ואם מחר ישראל הכהן אף על פי שנתן דמים לא תאכל בתרומה עד שנמשוך. Une halakha très intéressante qui touche à un sujet qu'on va développer dans quelques halakhot quand on va arriver aux lois de la vente. À quel moment une vente est considérée effective? Alors, une vente est considérée effective de la Torah de base, c'est dès qu'on paye l'argent. Dès qu'on paye la somme, la vente est effective. Bien sûr, il y a d'autres moyens également. Si on paye un acompte et après on dit le reste de l'argent, on se met d'accord que ça sera considéré comme un prêt, alors là-bas aussi, ça marche.
Maintenant, les Chachamim, les sages, ils ont instauré une halakha très intéressante qu'on va développer quand on va arriver dans ce sujet-là, dans le sujet de l'achat et de la vente, dans le sujet du commerce. Les sages, ils ont eu une certaine crainte. Ils se sont dit, si dès que la personne a fait la transaction financière, la chose appartient à l'acheteur, malgré que l'acheteur n'a pas récupéré ses marchandises, alors s'il y a n'importe quel souci qui arrive, l'exemple classique, c'est rapporté, s'il y a un incendie qui commencerait dans les réserves, est-ce que le propriétaire, est-ce que le vendeur, ou le propriétaire initial, il va vraiment s'y donner, s'y mettre pour protéger ses biens? Non, c'est déjà acheté. Ça n'appartient déjà plus à moi. Alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport à cela? Les Khamim, ils ont donc dit qu'ils instaurent que la vente est effective juste au moment dans lequel l'acheteur, il tire, il prend chez lui l'objet. Comme ça fait que même s'il a payé, ça ne suffit pas. Mais s'il y a un problème, ça reste toujours la responsabilité du vendeur jusqu'à ce que l'acheteur il vienne le récupérer, qu'il fasse la meshicha, qu'il le tire chez lui. Alors, qu'est-ce que ça regarde par rapport à notre halakha? Si il y avait un Cohen qui a vendu sa vache à un Israël, ou bien vice-versa, mais il a déjà pris l'argent, mais que l'acheteur n'a pas encore tiré, est-ce que l'animal a le droit de consommer la terouma ou pas? Alors, on dit comme ça. Ça dépend. Dans le cas que le vendeur, c'était un Cohen et l'acheteur, c'était un Israël, l'argent était déjà payé. C'est très bien. L'argent était payé. Maintenant, je vais dire, mais je peux toujours manger la terouma vu que les sages, ils ont instauré qu'il faut attendre jusqu'à ce que l'acheteur il vienne récupérer, qu'il tire l'animal chez lui. On dit oui. Mais de la Torah de base, puisque l'argent tout seul suffit pour mettre en vigueur la vente, alors la vente est considérée rentrée en vigueur. Et puisque le Kohen vend à Israël, et de la Torah de base, ça appartient déjà au Israël, les Chachamim ont ajouté une barrière supplémentaire. Mais de base, la vente est considérée effective, juste avec le paiement financier. Dans ce cas-là, donc, il ne faut plus que cet animal consomme la terouma. Si c'était le cas contraire, le vendeur était à Israël, il vendait au Kohen. Et le paiement était fait. Alors là, je vais dire, bon, le paiement était fait. Alors de la Torah, ça appartient déjà au Kohen. Dis non, les Chachamim, ils ont mis une barrière supplémentaire. Et donc, on peut donner à manger la terouma juste après que l'animal a été tiré. Et donc, dans chacun des deux cas, on sera toujours plus strict. Dès qu'il y a entre les deux, on ne va pas donner à manger la terouma. Donc, si c'était vendu du Kohen et qu'il y a juste l'argent qui était payé, pas encore eu de meshicha, c'est pas encore tiré chez le Israël, alors on va déjà dire, ne le donne plus, la terouma. Et si c'était le contraire, vendu d'un Israël à un Kohen, et que il a gagné l'argent, pas encore tiré chez lui, je dirais, bon, le Kohen n'a pas encore tiré, alors ne le donne pas encore la terouma. Voilà, donc ça, c'est pour le chapitre d'aujourd'hui. Et Chazak ou Baruch, on va passer à la séance de questions-réponses. Rabbi, je suis étonné du fait que le Cohen puisse vendre une vache, parce que est-ce que le Cohen il a le droit de faire du commerce? En plus, si ça vient de la terouma, si c'est une terouma en plus, est-ce qu'il a le droit de la vendre? Je pensais que les Kohanim ne pouvaient pas faire de commerce. C'est une très bonne question. On ne parle pas ici de vendre la terouma, on parle ici de vendre la vache. Et est-ce que quand il vend la vache, est-ce que la vache pourra toujours manger la terouma pendant la vente? D'accord, mais même ici, est-ce que le Cohen a le droit de commercer, de vendre une vache? Parce que normalement, il ne doit pas pouvoir de possession à lui. Alors, le Cohen, on a dit, le Cohen n'a pas reçu d'héritage dans la terre d'Israël, vu que le Cohen, son héritage, c'est Hachem. Mais ce n'est pas écrit qu'il n'a pas le droit de posséder des animaux. Au contraire, on le donne des animaux. Parmi les cadeaux qu'on donne au Kohanim, parmi les paiements qu'on on les donne différents animaux. Donc, le Kohen possède différentes choses, mais le Kohen ne possède pas des terrains, des champs. Il possède juste sa maison. Il possède quand même des maisons. Hein. Il y a 42 villes de Lévi'im. Mais il peut faire un commerce d'argent. Par exemple, il peut recevoir des sommes d'argent, prêter de l'argent, des choses comme ça. Il a le droit de Kohen? Oui. La seule chose qu'il n'a pas reçue, il n'a pas reçu d'héritage de terrain pour travailler. Ils ont reçu des villes, mais pas des terrains. Pas des terrains pour travailler. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas reçue ils n'ont pas reçu pour pas se mettre dans la terre, mais pour rester plus spirituel.
Mais après, le reste, oui, ils ont le droit de faire. D'accord. D'accord. Bien, d'accord. Sans, exactement. Après, dans l'esprit, sans oublier, évidemment, quel est leur but principal de la vie. D'accord. Ok. Bien, merci. Avec grand plaisir. Chazak ou Baruch. Razak ou Baro, ouais. Oui, pour Benjamin, je voulais juste préciser, on est en train d'organiser les fêtes en ce moment pour voir si on peut avoir des mini-animes ou pas. D'accord? Donc, suivant le nombre de personnes qui viendront à la synagogue, si on fait venir le rabbin ou pas. Donc, c'est en cours Là, c'est les d'organisation. nouvelles de Dijon. Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône. Donc, on espère Ah, on espère pouvoir ouvrir la synagogue pour Rosh Hashanah et Kippour. Voilà. D'accord. Mais pour Kippour, faites-moi savoir le plus vite possible, comme ça, sinon je m'organise pour aller sur Dijon, quoi. Non, Kippour, c'est sûr. Kippour, il n'y a pas de problème. C'est sur Rosh Hashanah, parce qu'il y a les 2 jours. Donc, est-ce qu'on s'organise entre nous pour faire la prière et tout, ou est-ce qu'on fait venir le rabbin? Donc, si on fait venir le rabbin, il faut qu'on ait 2 minyan sur les 2 jours. Donc, mais Kippour, c'est sûr que la synagogue, elle est. Enfin, normalement, moi qui ai un problème de Covid, mais sinon, la synagogue est ouverte. D'accord, ok, merci. Voilà. Chazak ou Baruch. Kol hakavod. Merci. Besurat tovat, Bezrat Hashem. Chazak.